Prenez un petit satellite, attachez-le à la navette avec 19 km de câble, puis envoyez-le faire une sortie dans l'espace. L'idée pourrait sembler tout droit sortie d'un scénario délirant pour une vidéo YouTube, mais elle provenait bel et bien de la NASA. En 1996, elle s'est associée à l'agence spatiale italienne pour tenter l'une des expériences orbitales les plus audacieuses et les plus singulières jamais envisagées. La mission, baptisée TSS On-Air pour Tethered Satellite System On-Air, reposait sur un plan précis. Déployer un satellite depuis la navette spatiale Columbia au moyen d'un câble capable de conduire un courant électrique. Tandis que la navette filait autour de la Terre, cette longue amarre devait couper les lignes du champ magnétique terrestre. En termes de physique, le déplacement d'un conducteur dans un champ magnétique produit de l'électricité. L'ensemble navette-câble-satellite allait donc se comporter comme un immense générateur d'énergie en orbite, comparable à une rallonge branchée sur le magnétisme invisible de la planète. La physique à l'origine de cette idée était solide. Les ingénieurs espéraient que le câble produirait une énergie exploitable, pouvant atteindre des milliers de volts. En cas de succès, cela aurait pu transformer l'alimentation électrique des engins spatiaux ou inspirer de nouvelles méthodes de freinage orbital fondées sur la traînée électrodynamique. Le jour du lancement arriva donc. Columbia décolla, l'équipage mit le système en place et commença à libérer le satellite au bout de son très long câble. Au départ, tout se déroulait sans accroc. Le satellite s'éloignait progressivement, le câble se déroulait comme une immense ligne de pêche cosmique, et l'équipe scientifique vibrait d'enthousiasme. À mesure que le lien s'allongeait, la production électrique augmentait, excédant les 3000 volts à son maximum. Tout fonctionnait parfaitement, comme une expérience idéale. Puis, alors que le câble était presque entièrement déployé, à près de 19 km, la situation bascula brutalement. Une décharge électrique localisée traversa l'isolation du câble. Celui-ci forma un arc et se perça en brûlant. Puis, dans une rupture fatale, il finit par céder. En un instant, l'expérience s'était muée en fiasco. L'équipage ne put que regarder le petit satellite, traînant encore son amarre rompue, dérivé dans l'espace comme un ballon perdu au bout de la plus longue ficelle du monde. Des années de travail s'évaporaient, littéralement. Visuellement, la scène avait quelque chose de presque comique. Les journalistes parlèrent de l'expérience spatiale la plus farfelue de l'histoire. Et, à vrai dire, l'image leur donnait raison. On était loin d'une technologie de pointe et bien plus proche d'un jouet attaché à une ficelle que l'on aurait laissé dériver au-dessus de la Terre. Pourtant, aussi ridicule que cela ait pu paraître, l'expérience démontra que la physique était correcte. Avant l'échec, le câble avait bien produit une quantité d'électricité importante, exactement comme prévu. Plus de 3000 volts y avaient circulé avant sa destruction. L'emploi de fils conducteurs pour l'énergie et la propulsion spatiale ne relevait donc pas de la science-fiction. Le problème ne venait pas de la théorie, mais de l'ingénierie. L'espace est un environnement impitoyable, et la moindre faille dans l'isolation a suffi à condamner toute la mission. Même si TSS On-Air s'est achevé par une rupture brutale, l'expérience a laissé de précieuses données. Les ingénieurs ont mieux compris le comportement des systèmes attachés en orbite, et le concept demeure d'actualité. Les chercheurs continuent d'explorer l'usage des câbles spatiaux, qu'il s'agisse de dispositifs de désorbitation de satellites ou de futures centrales énergétiques orbitales. Ainsi, ce câble rompu a pu être une déception en 1996, mais il ne marquait pas la fin de l'histoire. Si l'idée d'un satellite suspendu à un câble ne vous paraît pas assez audacieuse, considérez 2 araignées néphiles à bord de la Station spatiale internationale. En 2011, la NASA envoya Gladys et Esmeralda dans l'espace à bord de la navette Endeavour pour répondre à une question simple. Les araignées peuvent-elles tisser des toiles en microgravité ? Il s'avère que oui. L'expérience dura 45 jours. En orbite, les araignées tissèrent des toiles étonnamment symétriques, presque parfaitement circulaires, contrairement aux structures légèrement asymétriques observées sur Terre. Privées de repères verticaux, elles utilisèrent la lumière de leur habitat pour s'orienter. Sur Terre, la gravité guide l'extension des pattes et le filage de la soie. Mais dans l'espace, les lampes devinrent leur nouveau point de référence. L'expérience de 2011 n'était toutefois pas la première incursion spatiale des Speedernautes. En 1973, la NASA envoya 2 hyperdiadèmes, nommés Arabella et Anita, à bord de Skylab 3. L'idée de cette expérience provenait en réalité
d'une lycéenne de 17 ans du Massachusetts, Judith Miles. Les araignées furent d'abord placées dans de petits conteneurs, puis encouragées à pénétrer dans un réservoir spécial afin de tisser des toiles en orbite autour de la Terre. Au départ, Arabella éprouva des difficultés. Elle mit un certain temps à s'adapter, et sa première toile demeura inachevée. Toutefois, dès le lendemain, elle parvint à la compléter. Au fil des jours, les toiles qu'elle produisit devinrent plus fines et délicates que celles qu'elle tissait sur Terre, avec des variations subtiles d'épaisseur entre les fils. L'objectif des scientifiques ne se limitait pas à l'étude des araignées pour elles-mêmes. Il s'agissait de comprendre comment la microgravité affecte le système nerveux central, non seulement chez les araignées, mais également chez les animaux et l'homme. Les araignées constituent des sujets de test idéaux, leurs toiles étant en quelque sorte des cartes de leur activité neuronale. Sur Terre, elles tiennent compte de leur poids pour déterminer l'épaisseur de la soie, utilisent le vent et la gravité pour choisir les points d'ancrage et l'orientation des fils. Leur capacité à s'adapter et à construire des toiles en apesanteur fournit ainsi de précieuses indications sur le fonctionnement potentiel de nos systèmes moteurs et de notre cerveau dans un environnement spatial prolongé. Malheureusement, Arabella et Anita, les premières Speedernautes, remplirent leur mission et fournirent une abondance de données, mais ne survécurent pas à l'épreuve, la cause la plus probable étant la déshydratation. Sur une note plus optimiste, les scientifiques ont cultivé de tout, de la laitue à la levure sur l'ISS, mais l'une des expériences les plus insolites a été de tester si un champignon pouvait protéger les astronautes des radiations. Ils ont employé des échantillons de Cladosporium sphaerospermum, un champignon qui prospère dans des environnements fortement irradiés, et ont observé comment il réduisait le passage des radiations. Sur une fine couche de cette natte fongique, les radiations ont chuté d'environ 2,17% par rapport à un échantillon témoin. Parallèlement, le champignon a connu une croissance accrue d'environ 21% en microgravité, ce qui suggère qu'il exploitait en partie les radiations pour se développer, à la manière d'un étrange panneau solaire vivant. On pourrait se demander pourquoi des champignons et non du plomb ou de l'acier. Eh bien, les êtres vivants se réparent, se reproduisent et s'adaptent d'eux-mêmes. Cultiver des organismes capables de protéger des radiations tout en effectuant d'autres fonctions, comme la réparation ou l'adaptation, représente un avantage précieux pour de longues missions spatiales. L'idée est que les astronautes pourraient produire une partie de leur bouclier radiatif grâce à ces organismes, au lieu de transporter d'énormes quantités de matériaux lourds. Par ailleurs, une étude plus générale de 2019 a catalogué toutes les bactéries et champignons présents dans l'ISS, sur les murs, les équipements, les fenêtres et les lieux de repos, et ont montré que ces communautés fongiques restaient stables dans le temps, preuve qu'elles ne se contentent pas de survivre, mais persistent réellement dans cet environnement clos et hostile. Cette expérience suggère un futur où biologie et ingénierie se combineraient intimement. Si l'on parvient à intégrer des champignons ou autres organismes à la structure des vaisseaux, on ouvre une manière inédite de concevoir des habitats spatiaux. Au lieu de murs fixes construits une fois pour toutes, on pourrait avoir des murs vivants et croissants. Pour ramener le niveau de radiation à celui de la Terre sur Mars, il faudrait envisager une couche de 2,30 mètres de ce champignon autour d'un habitat. Cela représente un volume considérable, mais reste peut-être plus pratique que de transporter des tonnes de plomb. De nombreuses questions demeurent concernant la sécurité, le contrôle, les doses acceptables et le fonctionnement à long terme. Cependant, dans l'avenir, les astronautes pourraient vivre derrière des boucliers vivants de champignons, exploitant littéralement la biologie pour survivre dans le vide spatial.